Dans le paisible village d'Orikuma vivait une jeune fille dont la beauté pouvait faire chavirer les cœurs et faire tourner les têtes. Elle s'appelait Asena, et elle n'était pas seulement belle, elle était à couper le souffle. Sa peau brillait comme le soleil matinal, ses yeux brillaient comme des étoiles, et son sourire pouvait faire fondre même les cœurs les plus froids. Mais au-delà de sa beauté extérieure, ce qui rendait Asena si spéciale était la beauté de son âme. Elle était douce, gentille et sage pour son âge. Tout le village l'admirait, non seulement pour son physique, mais aussi pour son cœur. Elle saluait les aînés avec respect, aidait les pauvres sans rien attendre en retour et était toujours la première à tendre la main à quiconque était dans le besoin. Les enfants la suivaient partout comme des oiseaux, riant et dansant en sa présence. Les femmes admiraient sa grâce et son élégance, disant souvent « Puissent nos filles grandir comme Asena ». Même les chefs de village la louaient pour son humilité et sa sagesse. Elle ne se montrait jamais fière ni arrogante, même si elle savait que les gens l'admiraient. Au contraire, elle restait humble, faisant toujours passer les autres avant elle-même. Asena aimait passer du temps dans la nature. On la voyait souvent au bord de la rivière, puisant de l'eau, chantant doucement, sa voix dansant au rythme du vent. Elle aimait les fleurs, les animaux et les joies simples de la vie villageoise. Sa présence apportait la paix partout où elle allait. On disait, là où Asena marche, la bénédiction l'accompagne. Même les étrangers qui passaient par Orikuma demandaient, qui est cette fille angélique? Tant son charme était puissant. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait l'attention. Asena était sage, et ses paroles avaient du poids. Chaque fois qu'une dispute éclatait au village, même les anciens lui demandaient son avis. Elle savait parler avec calme et vérité. Ses conseils avaient le don de toucher les cœurs et d'ouvrir les esprits. Certains disaient qu'elle était née guidée par l'esprit des ancêtres. D'autres croyaient qu'elle avait reçu une bénédiction spéciale des dieux. Quoi qu'il en soit, tous étaient d'accord sur un point. Asena était unique en son genre. De nombreux jeunes hommes d'Orikuma rêvaient de l'épouser. Il apportait des cadeaux, chantait des chansons et tentait de l'impressionner de diverses manières. Mais Asena ne se laissait pas influencer par la richesse ou les belles paroles. Elle croyait que l'amour devait être vrai et honnête. Elle voulait un partenaire qui respecte son cœur, pas seulement sa beauté. Elle déclina donc poliment toutes les propositions, attendant patiemment la bonne personne, celle que son âme reconnaîtrait. Même si beaucoup tentaient de la conquérir, Asena restait concentrée sur ses rêves. Elle espérait ouvrir un jour un centre d'apprentissage pour filles, afin de leur apprendre non seulement à cuisiner et à faire le ménage, mais aussi à parler, à lire, à diriger et à croire en elle. Elle disait souvent aux plus jeunes, « Ton esprit est ton plus grand trésor, pas seulement ton visage. » Elle était un modèle, une sœur, une amie et une lumière rayonnante à Orikuma. Mais à mesure que sa lumière s'intensifiait, des ombres observaient, cachées derrière des sourires. Et si le village célébrait sa bonté, tous ne nourrissaient pas de bonnes intentions. Un homme en particulier l'observait avec une obsession grandissante, une obsession qui allait bientôt bouleverser son monde. Ngalo était l'un des chasseurs les plus riches du village d'Orikuma. Il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, terre, bétail, argent et respect. On parlait souvent de sa puissance et de sa réussite. Il arpentait le village avec fierté, la tête haute, le torse bombé, se croyant au-dessus de tous. Nombreuses étaient les femmes qui rêvaient de devenir son épouse, espérant ainsi profiter du luxe et du statut que son nom comportait. Mais Ngalo n'avait les yeux rivés que sur une seule personne, Asena. Dès le premier jour où il l'a vue sur la place du village, quelque chose a basculé dans son cœur. Sa beauté l'a frappé comme un éclair. Sa voix douce, sa démarche gracieuse et son sourire chaleureux ont hanté ses pensées jour et nuit. Mais ce qui le troublait le plus, c'était qu'Asena ne semblait pas impressionnée par lui comme les autres. Elle ne le regardait pas avec admiration et ne courait pas accepter ses cadeaux. Au contraire, elle le traitait comme tous les autres villageois, avec respect, mais sans plus. Cela blessa la fierté de Ngalo. Déterminé à la faire sienne, il se lança à sa poursuite. Il lui envoya des paniers remplis de fruits, des tissus précieux, des bracelets en or et offrit même à sa famille une généreuse dot. Il lui avait promis de lui construire une grande maison et de lui offrir une vie confortable et aisée. Mais Asena refusait gentiment, à maintes reprises. Elle souriait poliment et disait, « Ngalo, je suis reconnaissante, mais je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. J'ai des rêves que je souhaite réaliser. »
Ses paroles étaient toujours gentilles, mais fermes. Ngalo ne comprenait pas le rejet. Il n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Pour lui, Azena se faisait juste désirer. Alors il insistait, essayant de se mettre encore plus en valeur. Il se vantait sur la place du village qu'il l'épouserait un jour. Il avait même conseillé aux autres hommes de se tenir loin d'elle, agissant comme si elle lui appartenait déjà. Mais Azena tint bon. Elle fit clairement comprendre que son cœur n'était pas à vendre et qu'aucune fortune ne pourrait changer cela. Au fil du temps, l'obsession de Ngalo s'est intensifiée. Il ne s'agissait plus seulement d'amour, mais de contrôle. Il se sentait insulté qu'une villageoise continue de rejeter quelqu'un d'aussi puissant que lui. Son admiration s'y transforma en colère. Son désir s'assombrit. Plus Azena prenait ses distances, plus l'esprit de Ngalo était empreint de jalousie et d'orgueil. Il commença à percevoir son rejet non pas comme un choix personnel, mais comme une remise en cause de son autorité. Les villageois commencèrent à remarquer son étrange comportement. Ils l'observaient de loin, les yeux brûlants de frustration. Il suivait ses pas en silence, cherchant un moment pour lui parler seul à seul. Il murmurait des menaces, l'avertissant qu'elle regretterait ses décisions. Mais Azena, calme et courageuse, refusait de se laisser ébranler. Elle marchait toujours avec grâce, souriait toujours avec paix, inconsciente de la tempête qui se préparait derrière elle. Le cœur de Ngalo ne courait plus après l'amour. Il était noyé dans l'obsession. Il ne pouvait accepter qu'une femme qu'il désirait si profondément préfère ses rêves à sa fortune. Il commença à croire que s'il ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne le pourrait. Son esprit, empoisonné par l'orgueil et le rejet, commença à brasser quelque chose de sombre et de dangereux. Ce qui avait commencé comme amour se transforma en mal, et bientôt, le village d'Orukuma allait être témoin du terrible destin d'un homme dont l'ego avait été brisé. Ngalo avait tout tenté pour conquérir le cœur d'Azena. Cadeaux, promesses, mots doux et même pression des aînés. Mais Azena restait fidèle à elle-même. Elle l'avait écouté respectueusement à chaque fois, mais sa réponse était immuable. Elle ne voulait pas l'épouser. Elle ne voulait pas d'une vie prisonnière de la richesse ou dominée par l'orgueil. Elle voulait suivre ses propres rêves, construire un avenir où elle pourrait aider les autres, enseigner aux jeunes filles et vivre une vie pleine de sens, pas seulement dans le luxe. Un après-midi, Ngalo s'approcha d'elle à nouveau, espérant que cette fois-ci, ce serait différent. Il revêtit ses plus beaux vêtements, marcha d'un pas assuré et apporta un autre cadeau précieux. Mais Azena se tenait calmement devant lui et lui parlait avec la même grâce et la même honnêteté. « Ngalo, dit-elle, tu es un homme respecté, mais je ne peux pas t'épouser. Mon cœur n'y est pas. Je veux choisir ma propre voie, pas celle que me trace la richesse ou la pression. S'il te plaît, comprends-le, je ne te déteste pas, mais je dois poursuivre mes rêves. » Ces paroles étaient douces, mais elles frappèrent Ngalo comme un orage. Devant les quelques villageois rassemblés à proximité, il sentit sa fierté se briser. Le rejet le blessa plus que jamais. Non seulement parce qu'elle avait dit non, mais aussi parce qu'elle l'avait dit avec tant d'audace, sans crainte. Il regarda autour de lui et vit le regard des autres. Certains murmuraient, d'autres secouaient la tête, d'autres encore observaient en silence. Mais au fond de Ngalo, on aurait dit qu'ils se moquaient tous de lui. Ce moment fut le tournant. L'admiration de Ngalo se transforma en haine pure. Son obsession s'émoi en vengeance. Son cœur, autrefois brûlant de désir, bouillonnait désormais de colère et de honte. Il s'éloigna d'Azena sans un mot, les poings serrés et les yeux étincelants. Sa fierté avait été anéantie, et son ego n'en pouvait plus. Dans son esprit, Azena ne l'avait pas seulement rejeté, elle l'avait humilié. Cette nuit-là, seul dans sa propriété, Ngalo était assis en silence, le regard perdu dans l'obscurité. La voix du rejet résonnait sans cesse à ses oreilles. « Je dois suivre mes rêves », avait-elle dit. Il répétait ces mots encore, et à chaque fois, sa colère grandissait, ses pensées s'assombrissaient. Il se persuadait qu'Azena lui avait manqué de respect, qu'elle avait insulté son nom, son statut et sa virilité. Il refusait d'accepter qu'elle ait simplement fait un choix pour sa vie. Non, dans son esprit pervers, il croyait qu'elle lui avait fait du tort. C'est dans cette obscurité qu'un plan sinistre a commencé à se former. Un plan non pas pour gagner son amour, mais pour détruire son esprit. Ngalo se dit, si elle refuse d'être à moi, alors qu'elle affronte les conséquences du rejet.
qu'elle voie ce que signifie embarrasser un homme comme moi. Il voulait qu'elle souffre, qu'elle ressente de la douleur, il voulait laisser une cicatrice si profonde qu'elle n'oublierait jamais son nom. Il se mit à avancer en silence, cachant sa colère derrière de faux sourires. Personne au village ne savait ce qui se tramait en lui, mais au fond de lui, Ngalo avait déjà déclaré la guerre. Il avait pris sa décision, il ferait souffrir Azena de la manière la plus horrible. Il ne voulait plus de son amour, il voulait sa destruction. Ce qu'il ignorait, c'est que la douleur qu'il comptait lui infliger lui reviendrait un jour, d'une manière encore plus brutale. Mais pour l'instant, il était concentré sur la vengeance, et son cœur était plus froid que jamais. C'était une soirée tranquille au village d'Orikuma. Le soleil s'était couché et le ciel s'assombrissait peu à peu. Azena était allée rendre visite à une vieille veuve qui vivait à la sortie du village. Elle l'aidait souvent dans ses tâches ménagères et lui apportait à manger. Cette nuit-là ne fit pas exception. Azena marchait, un petit panier à la main, souriant doucement, inconsciente des regards maléfiques qui l'observaient dans l'ombre. Ngalo attendait ce moment. Il l'avait suivie en silence, se cachant derrière les arbres, respirant bruyamment, l'esprit brûlant de haine. Ses mains agrippèrent fermement une petite calebasse. À l'intérieur se trouvait un liquide mortel qu'il avait préparé en secret. De l'acide, une arme cruelle, symbole de son orgueil brisé. Son cœur était dénué d'amour. Il ne désirait plus qu'une chose, détruire le visage qu'il avait autrefois enchanté, celui-là même qui lui avait dit non. Azena termina sa visite et reprit le chemin de la maison. La brise nocturne était fraîche et le chemin calme. Elle ignorait que le danger était à quelques pas derrière elle. Soudain, sans un bruit, Ngalo surgit de l'obscurité. Avant même qu'Azena puisse crier ou courir, il lui lança la calebasse. Le liquide gicla sur son visage et son cou. Et à cet instant, son monde s'écroula. Un cri déchira la nuit. Un cri si fort, si douloureux, résonna à travers les arbres. Azena s'effondra au sol, roulant de douleur, ses mains essayant d'essuyer la douleur brûlante. Sa peau commença à appeler, sa chair grésillant sous l'effet cruel de l'acide. Ses cris résonnèrent au loin et les villageois, paniqués, sortirent précipitamment de leur maison. Ils la trouvèrent à terre, tremblante, son beau visage fondu de douleur et de sang. Les gens haltèrent. Certains hurlaient. D'autres tombaient à genoux sous le choc. La scène était trop douloureuse à regarder. La jeune fille qui illuminait autrefois le village de son sourire pleurait à présent de douleur, le visage méconnaissable, le corps couvert de blessures. Des villageois la portèrent jusqu'à la hutte du guérisseur. D'autres cherchèrent autour d'elle l'auteur d'un acte aussi odieux. Mais Ngalo avait déjà disparu dans la nuit. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le village d'Orikuma fut profondément ébranlé. Personne ne pouvait croire ce qui était arrivé à Azena. Les mères pleuraient, les jeunes filles se cachaient de peur, et les hommes maudissaient la cruauté qui avait frappé leur paisible terre. Les gens se rassemblèrent devant la hutte du guérisseur, priant, murmurant, espérant un miracle. Mais la vérité était claire. La beauté d'Azena avait disparu, et sa vie ne serait plus jamais la même. À l'intérieur de la hutte, Azena gisait en silence, le visage enveloppé d'un tissu, le corps tremblant de douleur. Des larmes coulaient sur ses joues, non seulement à cause des blessures brûlantes, mais aussi de la douleur de ce qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait ni se regarder, ni parler. Son cœur était lourd de tristesse et son esprit était brisé. Les mêmes villageois qui autrefois admiraient sa beauté la regardaient maintenant avec pitié et crainte. Ce qui la blessait le plus, ce n'étaient pas les cicatrices sur sa peau, mais le sentiment que son identité lui avait été arrachée en quelques secondes. Elle se sentait étrangère dans son propre corps. Celle qui autrefois dansait au soleil, riait avec ses amis et rêvait de changer le monde était désormais prisonnière du silence et de la douleur. Mais même dans ces moments les plus sombres, quelque chose en elle vacillait encore. Quelque chose d'infime, mais de fort. Une petite flamme qui refusait de s'éteindre. Au fil des jours, cette flamme grandissait. Mais pour l'instant, Azena était restée dans l'ombre, marquée par les cicatrices et le silence, tandis que le village tout entier pleurait la tragédie qui s'était abattue sur leur étoile brillante. Les jours se transformèrent en semaines, mais la douleur d'Azena ne s'estompa jamais. Son corps guérissait lentement, mais son cœur saignait encore de la cruelle attaque qui avait tout changé. Elle avait du mal à reconnaître la personne dans le miroir. La jeune fille autrefois belle, qui souriait au soleil matinal,
qui illuminait le village de son charme et de sa gentillesse, se cachait maintenant dans l'ombre, silencieuse, brisée et marquée. Elle habitait une petite cabane au village, loin des gens et du monde qu'elle aimait autrefois. Des rideaux cachaient toujours l'entrée. Elle parlait à peine à qui que ce soit, et même les oiseaux dehors semblaient plus calmes près de chez elle. Chaque matin, elle se réveillait avec la douleur, non seulement à cause de ses blessures, mais aussi à cause des souvenirs qui la hantaient. Le moment où l'acide avait touché sa peau. La brûlure, les cris, la peur dans les yeux de tous. La façon dont le village a changé après cette nuit-là. Les gens qui l'accueillaient autrefois avec des sourires chaleureux ne parlaient plus que d'elle à voix basse. Certains sont d'abord venus apporter de la nourriture, des fleurs ou de doux mots d'encouragement. Mais peu à peu, leurs visites ont diminué. La pitié dans leurs yeux devint gênante. Certains évitèrent de la regarder directement. D'autres restèrent complètement à distance, comme si ces cicatrices étaient quelque chose à craindre ou à cacher. On avait conseillé aux enfants de ne pas poser de questions. Ses amis, autrefois assis avec elle sous le manguier, passaient maintenant devant sa hutte en silence. Asina remarque without. Chaque murmure, chaque regard, chaque pas. C'était comme si l'acide avait non seulement marqué sa peau, mais aussi brûlé le pont qui la séparait du monde. Son cœur souffrait plus que son corps. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. Elle ne blâmait pas les villageois. Ils ne savaient plus comment se comporter avec elle. Mais l'isolement lui donnait l'impression d'être un fantôme dans un lieu qui la célébrait autrefois. Elle a arrêté de se regarder dans les miroirs. Elle a arrêté de se peigner. Elle ne chantait plus. Elle ne dansait pas. Elle ne souriait pas. La joie qu'elle portait autrefois si fièrement était enfouie sous des couches de honte et de tristesse. Elle se sentait inutile, oubliée, comme si elle n'avait plus de raison d'être. La nuit, elle pleurait doucement, pressant son oreiller contre son visage pour que personne ne l'entende. Parfois, elle se souvenait du passé, le festival, les rires, les rêves qu'elle avait faits autrefois. Et puis, ces souvenirs lui apportaient encore plus de douleur, car ils lui rappelaient tout ce qu'elle avait perdu. Parfois, elle se demandait si la vie redeviendrait un jour normal. La verrait-on un jour au-delà de ses cicatrices? Se sentirait-elle un jour à nouveau entière? Ou était-ce là son destin? Vivre en silence, derrière un rideau, tandis que le monde continuait de tourner, sans elle. Même lorsque les gens passaient devant sa hutte, leur voix était emplie de pitié, et non d'amour. « Notre pauvre Asina » murmurait-il. Elle était si belle, une fille si intelligente. Regardez-la maintenant. Cette phrase l'a bouleversée plus que tout. Non pas parce qu'elle a perdu sa beauté, mais parce qu'elle avait l'impression de perdre sa valeur. Comme si les gens ne l'appréciaient que pour son visage, et non pour son âme. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au fond d'elle, quelque chose était encore vivant. Une force tranquille, enfouie sous toute cette douleur. Une petite voix dans son cœur refusait de se taire à jamais. Cette voix n'avait pas encore parlé, mais un jour elle s'élèverait à nouveau. Plus forte, plus courageuse. Et ce jour-là, tout le village comprendrait que la vraie beauté ne peut être détruite par les cicatrices. Mais pour l'instant, Asina restait dans sa hutte, souffrante, guérie, s'accrochant à la petite lueur d'espoir qui vivait encore en elle. Alors que sa vie semblait condamnée à rester à jamais prisonnière de la douleur et du silence, un événement inattendu se produisit. Par une chaude matinée, un étranger arriva au village d'Orukuma. Il s'appelait Ruké, un homme calme et serein, au regard sage et à l'esprit doux. Il parlait peu, mais sa présence dégageait une étrange paix. On ne savait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il était un voyageur et un herboriste qui errait de village en village, aidant les nécessiteux grâce à sa profonde connaissance des racines, des feuilles et des magies cachées de la nature. Au début, personne ne lui prêta beaucoup d'attention. Il resta à l'orée du village, installant un petit étal en bois avec des herbes et des huiles naturelles. Mais la rumeur se répandit rapidement que ses mains pouvaient guérir des blessures que même le temps peinait à effacer. Les personnes âgées, les malades, et même les mères avec leurs bébés en pleurs commencèrent à lui rendre visite. Et peu à peu, les murmures de sa bonté se répandirent dans tous les recoins d'Orukuma, y compris dans la hutte d'Asina. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Ruké entendit deux femmes discuter près de son étal. Leurs paroles étaient chargées de tristesse lorsqu'elles évoquèrent la jeune fille dont la vie avait été ruinée par l'acide. Elles évoquèrent sa beauté, son silence, sa douleur et le fait que personne ne lui rendait plus visite. Ruké ne dit rien,
mais son cœur se serrait. Cette nuit-là, il demanda à un vieil homme du village de lui en dire plus. Et quand il apprit tout, à propos de Ngarlo, de l'attaque, des cicatrices, de l'isolement, il sut qu'il devait la voir. Le lendemain, il marcha lentement jusqu'à sa hutte, portant un petit panier rempli d'herbes médicinales. Il se tint tranquillement devant sa porte et l'appela doucement. Au début, Azina ne répondit pas. Elle pensait qu'il s'agissait d'un autre villageois qui venait la regarder avec pitié. Mais la voix de Ruké était douce, respectueuse et patiente. Il ne força pas l'entrée. Il resta planté là, à attendre. Finalement, Azina ouvrit légèrement le rideau. Elle le regarda avec suspicion et peur, mais il ne broncha pas à la vue de ses cicatrices. Il baissa simplement la tête et dit « Je ne suis pas là pour te regarder en face. Je suis là pour aider ton âme à guérir. » Ces mots touchèrent quelque chose en elle, quelque chose qui n'avait pas été touché depuis longtemps. Ruké ne posa pas de questions. Il ne fit pas de fausses promesses. Il lui offrit simplement une chance, une seule, de réessayer. Il lui dit que les herbes n'effaceraient pas toutes les cicatrices, mais qu'elles pourraient soulager la douleur, apaiser le feu sous sa peau et aider son corps à se sentir plus léger. Plus important encore, il lui offrit son temps, sa sagesse et son amitié, sans jugement. Azina hésita d'abord, mais quelque chose dans le regard de Ruké lui donna envie de faire à nouveau confiance. Peu à peu, elle le laissa soigner ses blessures. Chaque jour, il lui apportait de nouvelles feuilles, l'huile et pâtes. Il lui apprit à les mélanger, à prendre soin de sa peau et à respirer malgré la douleur. Et au fil des jours, quelque chose de beau commença à se développer, non seulement une guérison sur sa peau, mais aussi une force dans son esprit. Pour la première fois depuis des mois, Azina prit la parole. Elle posa des questions. Elle a appris. Elle a écouté. Ruké ne s'est pas contenté de la soigner. Il l'a formée, lui a enseigné les herbes, le corps, la guérison intérieure. Il l'a aidé à retrouver son pouvoir, un pouvoir qui n'avait rien à voir avec son visage, mais tout à voir avec son cœur. Personne au village ne s'y attendait. Il pensait que l'histoire d'Azina s'était terminée la nuit de son agression. Mais la vie venait d'écrire un nouveau chapitre, et la plume était désormais entre ses mains. Jour après jour, Ruké continuait de soigner les blessures d'Azina avec douceur et patience. Ses mains étaient pleines de bonté, et son cœur ne portait aucune pitié, seulement du respect. Les herbes qu'il appliquait apaisaient sa peau brûlante, et ses paroles apaisantes réconfortaient son âme endolorie. La guérison était lente, mais quelque chose de puissant se produisait. Azina ne guérissait pas seulement extérieurement. Quelque chose de plus profond se transformait en elle. La jeune fille qui se cachait autrefois derrière son rideau, effrayée par le monde, commençait lentement à se relever. Ruké n'apportait pas que des herbes. Il apporta son savoir. Il commença à enseigner à Azina tout ce qu'il savait sur la médecine naturelle, comment reconnaître les feuilles médicinales, comment mélanger les racines pour soulager la douleur, comment préparer des huiles cicatrisantes pour les cicatrices. Azina l'écouta attentivement. Elle s'entraînait. Elle écrivait tout. Elle avait trouvé quelque chose de nouveau, un but. Ses mains, autrefois tremblantes de honte, s'agitaient désormais avec assurance, écrasant des herbes et faisant bouillir des mélanges. Son cœur, autrefois empli de chagrin, brûlait désormais de curiosité et de force. Mais Ruké ne s'arrêta pas là. Il remarqua qu'Azina baissait encore les yeux au passage des autres. Il vit la peur dans ses épaules chaque fois que des voix s'élevaient. Il commença alors à lui apprendre quelque chose de plus. Comment se protéger? Chaque soir, sous le grand manguier derrière sa hutte, Ruké lui montrait des techniques simples d'autodéfense. Il lui enseignait à tenir bon, à garder l'équilibre, à se protéger si jamais on essayait de la blesser à nouveau. Au début, Azina riait nerveusement. Mais bientôt, elle frappait et bloquait avec puissance et assurance. Elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait une guerrière. Puis vint l'étape la plus puissante de sa transformation. Ruké l'encouragea à parler, non seulement à lui, mais aussi aux autres. Il lui dit « Ta voix est plus forte que tes cicatrices. » Au début, Azina hésitait. Elle craignait que les gens ne la regardent et n'oublient ses paroles. Mais Ruké continua à insister, dolcemente em semendoto. Il lui demandait de lire à voix haute. Il lui demandait de partager ses pensées. Petit à petit, Azina retrouva sa voix. Ses paroles devinrent plus fortes, plus claires et plus audacieuses. Elle parlait avec sagesse, et les gens commencèrent à l'écouter.
Bientôt, les femmes du village commencèrent à venir la voir, non seulement pour des herbes, mais aussi pour des conseils. Ils sont venus avec leurs douleurs, leurs secrets, leurs difficultés. Hazina les a écoutés, réconfortés et a partagé ce qu'elle avait appris. Elle est devenue une lumière pour ceux qui se sentaient perdus. Les gens ont cessé de voir les cicatrices. Ils ont commencé à voir la force qui les sous-tendait. Sa confiance, sa gentillesse, son courage. Tout commença à briller plus fort que sa beauté d'autrefois. Les enfants l'admiraient, les femmes la respectaient, et même les anciens hochaient la tête en signe d'approbation à son passage. Hazina ne marchait plus la tête baissée. Elle marchait fièrement, le cœur fier et la détermination dans ses pas. Ce qu'une Gallo avait tenté de détruire ne l'avait rendue que plus forte. La douleur qui l'avait autrefois enchaînée était désormais devenue sa force. Elle n'était pas seulement une jeune fille avec des cicatrices. Elle était une guérisseuse, une enseignante, une voix et un symbole d'espoir. Celle qui souffrait autrefois en silence guidait désormais les autres vers la guérison et la force. Sa transformation ne concernait plus seulement sa peau. C'était un feu intérieur inébranlable. Hazina n'était plus la même jeune fille qui se cachait autrefois derrière les murs de sa hutte, noyée dans la douleur et la honte. Elle avait changé. Elle était devenue plus forte, plus courageuse et plus sage. Le monde qui lui semblait autrefois si cruel et sombre lui semblait désormais un endroit où elle pouvait faire la différence. Ses cicatrices encore visibles, mais son esprit plus brillant que jamais, Hazina s'avança au cœur du village, non pas pour implorer son approbation, mais pour montrer la voie. Les habitants d'Orikuma étaient stupéfaits. Ils observaient Hazina traverser la place du marché, la tête haute, les épaules fortes et la voix ferme. Les murmures qui la raillaient autrefois étaient désormais empreints de surprise et de respect. Les enfants interrompirent leur jeu pour la regarder avec émerveillement, et les femmes restèrent silencieuses, le regard rempli d'admiration. Elle était revenue non pas en victime, mais en symbole de courage et de guérison. Hazina a commencé à parler ouvertement de ce qui lui était arrivé. Elle ne cachait plus son histoire. Elle la partageait avec audace, non pas pour attirer la sympathie, mais pour donner du courage aux autres. Ces mots étaient puissants, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient vrais. Elle parlait avec son cœur, et chaque femme ayant éprouvé de la douleur, de la peur ou de la honte s'est reconnue dans son histoire. Bientôt, des femmes des villages voisins ont commencé à se rendre à Orikuma juste pour voir Hazina. Ils sont venus en secret, certains avec des bleus, d'autres en larmes, et d'autres simplement en quête d'écoute. Hazina les a tous accueillis. Elle leur a offert des herbes pour leurs blessures, de la nourriture pour leur corps et des mots d'espoir pour leur âme. Elle s'assit avec elles, leur prit la main et leur rappela qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles étaient dignes, qu'elles étaient fortes. Avec l'aide de Ruké et de quelques villageois bienveillants, Hazina utilisa un petit lopin de terre pour construire un centre de soutien, un espace sûr où les femmes pouvaient venir se ressourcer, apprendre et s'épanouir. C'était une structure simple, faite de briques de terre et de feuilles de palmier, mais qui renfermait quelque chose de puissant, l'espoir. Elle l'appela la maison de la lumière. À l'intérieur, on enseignait aux femmes à fabriquer des plantes médicinales, à se défendre, à parler avec audace, et surtout, à se relever. Des gens de partout commencèrent à parler d'Hazina. Son histoire s'est répandue dans les villages. Même les anciens des villages voisins l'ont invitée à prendre la parole lors de rassemblements communautaires. Elle n'aidait pas seulement les femmes. Elle changeait la façon de penser. Les hommes qui croyaient autrefois que les femmes devaient se taire restaient désormais assis en silence pendant qu'Hazina parlait de respect, de dignité et de justice. Les cicatrices d'Hazina étaient devenues un signe d'honneur et non de honte. Elle racontait une histoire de douleur, de survie et de transformation. Et à chaque femme qu'elle aidait, à chaque voix qu'elle élevait, sa propre guérison devenait plus profonde. Elle avait fait de sa souffrance un but. Elle était devenue la voix des sans-voix, la guerrière de ceux qui ne pouvaient lutter seuls. Elle ne vivait plus dans l'ombre de son passé. Elle marchait dans la lumière de sa mission. Hazina s'était relevée, non seulement pour elle-même, mais pour chacun brisé qui avait besoin de savoir que la douleur ne vous définit pas. La force, si. Tandis qu'Hazina s'élevait et trouvait sa raison d'être, Ngalo s'enfonçait toujours plus profondément dans sa propre destruction. Sa fierté avait encore grandi après l'attaque, pensant avoir réduit Hazina au silence pour toujours. Mais la vie a une étrange façon de renverser la situation.
Ce que Ngalo ignorait, c'est que le mal qu'il avait déversé sur le monde revenait lentement vers lui. Ngalo continuait de vivre avec son orgueil arrogant, traitant les gens durement et usant de son pouvoir pour contrôler les autres. Son cœur s'assombrissait. Il se croyait intouchable grâce à sa richesse et à ses relations. Mais au fond d'eux-mêmes, les gens le craignaient, non par respect, mais à cause de sa cruauté. Même les animaux de la forêt semblaient percevoir sa noirceur. Ses chasses devinrent moins fructueuses, et ses hommes commencèrent à l'abandonner un à un. Un jour, un terrible événement se produisit dans un village voisin. Une jeune fille avait été sauvagement agressée. Et après enquête, tous les indices pointèrent vers Ngalo. Des témoins se manifestèrent, assez courageux pour parler, la voix d'Azina ayant inspiré de nombreuses personnes. Le chef du village ordonna l'arrestation de Ngalo. Il tenta de s'échapper, mais fut rattrapé et traîné sur la place du village, où la population réclama justice. Pour la première fois, Ngalo se retrouva impuissant. Son argent ne pouvait le sauver. Son charme ne signifiait rien. Il fut emmené à la prison de la ville, où personne ne se souciait de son statut ou de sa gloire passée. Entre ces murs, il n'était qu'un criminel parmi tant d'autres. Il était traité comme il avait traité les autres, sans aucune gentillesse ni pitié. Mais le véritable châtiment était encore à venir. Une nuit, un incendie s'est déclaré dans la prison. Le chaos a éclaté, les prisonniers hurlant et les gardiens tentant de rétablir l'ordre. Au milieu de ce chaos, Ngalo s'est retrouvé pris au piège. Les flammes l'encerclaient. Il lutta pour s'échapper, mais il était trop tard. Il survécut à l'incendie, mais son visage était gravement brûlé, son corps couvert de cicatrices et ses mains tordues. De la même manière qu'il avait ruiné la beauté d'Azina, la vie lui avait à nouveau fait subir la douleur. Lorsqu'il fut conduit à l'hôpital, les gens furent choqués. Le chasseur autrefois fier, l'homme qui marchait avec une poitrine fière et un sourire éclatant, gisait maintenant impuissant, défiguré et brisé. Personne ne vint lui rendre visite, pas même les hommes qui le suivaient autrefois. Il fut abandonné, oublié par le monde qu'il tentait autrefois de contrôler. La nouvelle de la chute de Ngalo parvint à Auricuma. Les gens secouaient la tête et murmuraient « c'est le karma ». Même ceux qui l'avaient craint autrefois disaient que c'était la justice céleste. Mais Azina, malgré toute sa force, refusait de célébrer sa douleur. Elle a simplement dit « la vie nous enseigne des leçons auxquelles personne n'échappe ». Ngalo a tout perdu, son apparence, sa fierté, sa liberté et son pouvoir. Tout ce qu'il utilisait autrefois pour faire du mal lui a été enlevé. Et finalement, il comprit que nul n'échappe aux conséquences de ses actes. La douleur qu'il avait causée lui revint de manière plus cruelle. Le karma l'avait rattrapé, et ce fut brutal. Alors que Ngalo était assis en silence sur son lit de prison, couvert de cicatrices et de regrets, le monde extérieur avait déjà évolué. Son nom n'était plus redouté. C'était désormais une histoire qu'on racontait pour mettre en garde les autres. Ne laissez pas votre orgueil devenir votre prison, et n'utilisez jamais votre pouvoir pour blesser les innocents, car un jour le karma frappera à votre porte. Le voyage d'Azina fut un véritable miracle. D'une jeune fille dont la beauté attirait autrefois tous les regards, à une femme marquée par les cicatrices qui s'est élevée au-delà de la douleur et de la honte, et est devenue une voix pour beaucoup. Le même village qui autrefois la détournait la regardait désormais avec un profond respect. On ne voyait plus les cicatrices sur son visage. On voyait la lumière dans son cœur. Ils ont vu son courage, sa force et sa sagesse. Azina était devenue plus qu'une simple survivante d'une tragédie. Elle était devenue un symbole d'espoir, de guérison et de véritable force. La nouvelle de son œuvre se répandit au-delà d'Auricuma. Son histoire se répandit dans les villages voisins et parvint même au palais royal de Tofara. Le roi lui-même, un souverain sage et bienveillant, entendit parler de la jeune fille qui transformait sa souffrance en but. Il fut touché par son courage et inspiré par la façon dont elle utilisait ses propres cicatrices pour guérir les autres. Il envoya des messagers l'inviter au palais royal. Lorsqu'Azina arriva, vêtue d'une tenue simple mais gracieuse, les têtes se tournèrent, non pas pour sa beauté, mais pour la puissante présence qu'elle dégageait. Debout devant le roi, elle raconta son histoire, non pas avec des larmes de douleur, mais avec fierté et force. Elle parla de l'importance de la beauté intérieure, de la bonté, du respect envers autrui et de la défense des faibles. Le roi fut ému. Il se leva de son trône et proclama Azina héroïne du pays. Il dit
La véritable grandeur ne réside pas dans le visage, mais dans l'âme qui transparaît. Asina, tu es une lumière que ce royaume n'oubliera jamais. La foule au palais l'acclama et Asina reçut une médaille d'or et un siège au Conseil consultatif royal, lui permettant ainsi de continuer à façonner l'avenir du pays. Elle utilisa cette tribune pour renforcer les systèmes de protection des femmes, créer des centres de guérison dans d'autres villages et inciter davantage de filles à trouver leur force. De retour à Orikuma, la population la célébra. Les enfants ont grandi en entendant son nom, non pas comme celui de la jeune fille agressée, mais comme celui de la femme qui s'est relevée. Les mères ont raconté à leurs filles le courage d'Asina. Son histoire est devenue un élément des chansons du village et des contes de fête. La jeune fille autrefois silencieuse dans la hutte était devenue une légende, une histoire dont l'histoire inspirait le courage de persévérer. Asina n'essayait jamais de cacher ses cicatrices. Au contraire, elle les portait fièrement. Ces cicatrices, disait-elle, ne sont pas une marque de honte, mais le signe que j'ai survécu à ce qui était censé me détruire. Sa vie a rappelé à tous que la vraie beauté ne se reflète pas dans un miroir. Elle réside dans la façon dont on traite les autres, dans la façon dont on se relève après une chute, dans l'amour qu'on porte à soi-même quand le monde tente de nous briser. Ainsi, son histoire s'est achevée, non pas dans la tristesse, mais dans le triomphe. Une fille dont le visage était autrefois admiré, mais dont l'âme a ensuite conquis le monde. Une fille brisée, mais qui s'est reconstruite et est devenue plus forte. Et une fille qui a prouvé que même quand le monde vous prend tout, si vous vous accrochez à votre esprit, vous avez toujours tout. Asina est devenu un nom qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, non pas pour son visage, mais pour son feu. Car, au bout du compte, les cicatrices restent sur la peau, mais la grandeur réside dans le cœur. Si cette histoire vous a touché, si la douleur, le courage et la force d'Asina vous ont fait ressentir quelque chose au plus profond de vous-même, alors ne laissez pas son parcours s'arrêter là, laissez ses cicatrices nous rappeler à tous que la vraie beauté ne réside pas dans ce que l'on voit à l'extérieur, mais dans la force que l'on porte en soi. Tant de personnes souffrent encore en silence, et peut-être que partager cette histoire pourrait leur redonner espoir. Alors, ne vous détournez pas en silence, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un en manque d'inspiration et contribuer à faire passer le message que la douleur ne nous définit pas, mais la résilience. Et si vous croyez aux histoires fortes qui guérissent, élèvent et changent des vies, alors abonnez-vous et rejoignez cette famille grandissante. Nous vous réservons d'autres histoires touchantes, des histoires qui vous feront pleurer, sourire et retrouver l'espoir. Merci de votre attention, merci de vos émotions, merci d'être là.